Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blablaman, fréquence Mistral 99.3. Je me présente pour cette nouvelle émission, je suis Pascal. On a la chance d'avoir Odile qui nous accompagne à la technique ce soir, merci Odile. Et puis, je suis pas tout seul, je suis avec François. Bonsoir François. Et bonsoir à tous. Première émission. On vous propose un petit concept pour ce soir, on va faire un making on, c'est-à-dire que comme c'est la première de Blablaman et on l'espère pas la dernière, on vous propose en fait de décortiquer l'ensemble de cette émission. On va vous présenter l'ensemble des parties, ça va durer 1 heure, on est ensemble jusqu'à 19h10 et on va décortiquer tout ça pour essayer de présenter cette émission. Mais dis-moi François, Blablaman, mais quel est le concept ? Alors Blablaman, qu'est-ce que c'est ? L'objectif de Blablaman, c'est de libérer la parole de l'homme. Ici, on vient parler rupture, de vos ruptures. Explorer finalement cette phase de la vie que l'on traverse, selon 3 temps. Avant, pendant et après. Un beau programme, hyper motivé. Effectivement, on est 2 hommes qui vont inviter. Il y aura un invité, effectivement aussi, à chaque fois. Là, il n'y en a pas parce que c'est le making on, comme on vient de le dire. Donc à chaque fois, il y aura un invité et on s'appuiera sur cet invité pour qu'il nous parle de ces ruptures avec un S. Et que on essaye d'aller un peu sur ce terrain des émotions des hommes où on a tendance encore aujourd'hui dans nos sociétés en tant qu'hommes à avoir plus de mal à exprimer nos émotions. Donc Blablaman va chercher, entre autres comme tu l'as bien dit François, sur le avant, le pendant, le après, à aller tirer l'émotionnel du cœur des hommes, avec un grand H et un petit H aussi, et on espère que ça créera en tout cas du débat chez vous, derrière vos transistors comme on disait avant 2000, et surtout en podcast plutôt aujourd'hui. Donc une émission que vous pouvez écouter en direct comme ce soir, qui sera réécoutable en podcast aussi à partir du site de Fréquence Mistral. Et et puis on va bientôt démarrer. Et par quoi on démarre ? Cette émission démarre par un micro-trottoir. Exactement. Un micro-trottoir, donc on démarrera toujours par ça, ce sera un peu l'intro. Donc je vous propose d'écouter le premier de la série. Donc on y va, virgule, hop. Merde, pourquoi tu dis ça ? Si je vous dis rupture, vous me dites quoi ? Amour. Rupture, avalanche, plaque de glace, et déclenchement d'avalanche. Une rupture amoureuse. À mon actualité. Et si je vous dis rupture avec un S ? Là, je pense à des changements dans la vie, à des choix de vie. Des choix de vie. Ouais. Je reste sans voix. Rupture avec un S. Actuellement, on est dans une période de rupture avec un S. Rupture avec des valeurs. Rupture sociétale. Peut-être générationnelle, au niveau communication, au niveau des relations. Voilà, je crois que je dirais ça. Tromperie. Rupture S, alors. Pareil, alors une rupture, des ruptures. Alors là, c'est plutôt peut-être sentimental, vie privée. Des choses qui se passent des fois où il faut savoir en effet vivre dans le non-attachement et accepter les ruptures de la vie de tous les jours. Alors si je te dis rupture, tu penses à quoi ? Les ligaments croisés. Et si je te dis rupture avec un S ? Les ligaments croisés. Si je vous dis rupture, vous pensez à quoi ? Rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, ok. Rupture amoureuse. Ok. Moi aussi, je suis sur la rupture amoureuse. Ok, et donc si je vous dis rupture avec un S ? Je pensais moi aussi à la rupture conventionnelle, pour le coup, ça aurait été ma 2e réponse. Ok. Et je réfléchis si j'en trouve une 3e. Moi, je pense toujours à rupture amoureuse. Il m'est déjà arrivé de rompre 2 fois. Avec la même personne. Oui, moi à l'inverse, je pense à ce moment-là aux ruptures amoureuses. Ok, d'accord. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça ? Ok, pour le gars, il dit pas mal ok, hein. Yes. Alors, si je te pose la question, François, pour toi, si je te dis, vous avez compris le concept, on va tester les formats sur nous-mêmes. Hein. Si je te dis rupture, à quoi tu penses ? Alors je pense à plein de choses. D'abord d'une manière générale, pour moi la rupture, c'est un changement brutal d'une situation à une autre. Et effectivement, là il y a plein de choses. On est dans une société pleine de ruptures, remplie de ruptures, et de plus en plus. Et effectivement, alors moi la première qui me vient, c'est effectivement la rupture amoureuse.
mais je pense que toutes nos étapes de vie sont fractionnées par des ruptures. Ok. Et dans ces cas-là, si on ajoute un rupture, un S, comme on a entendu, rupture S, Ouais. est-ce que ça modifie quelque chose ou pas On est sur quoi? Ouais, la rupture avec un S, les ruptures avec un S du coup, effectivement, les croisés, c'est les choses qui viennent tout de suite en tête. Sacrée rupture. Hein. Sacrée rupture des ligaments croisés, ça change, ça bouleverse des vies. Mais effectivement, ouais, la rupture conventionnelle, c'est des mots qu'on a en tête tout de suite qui viennent de manière automatique. Voilà. Si vous comprenez un peu le concept, on est vraiment sur quelque chose où l'idée, c'est aussi de revaloriser, d'une certaine manière, d'un point de vue sémantique, ce qu'on entend par rupture. Ça peut être souvent assez péjoratif, plutôt triste, douloureux, mais effectivement, ce sont des mutations. C'est l'intuition qu'on a avec François sur Blablaman. Vous présentez différentes ruptures, d'essayer d'en parler, de verbaliser, d'alimenter des réflexions. Il y a des gens qui sont avant leur rupture, il y en a qui sont dedans, puis il y en a qui sont après, et puis des fois on en vit plusieurs à des moments différents, donc on va essayer d'en parler en fait. Ça provoque beaucoup de choses dans la vie d'un homme, d'une femme, ce sont des vraies évolutions, et ce que je trouve intéressant moi sur ce micro-trottoir là, c'est que il y a des gens qui estiment que la rupture amoureuse c'est la petite rupture, et puis il y en a qui estiment que la grande rupture c'est la rupture amoureuse. Donc voilà, on va essayer de croiser tout ça en fait, pour voir un peu ce que ça donne, où est-ce qu'on en est, vers où on veut aller. Et voilà, et donc le micro-trottoir, à chaque fois il sera là pour introduire un petit peu le thème de l'émission, et puis là c'est François qui s'est prêté au jeu, mais on proposera à l'invité de réagir sur la même question, et puis les choses se feront naturellement, je pense, dans le sens où on va tous réagir un peu à ce qui va être dit en fait sur le concept de l'émission. Voilà, aujourd'hui, rupture, à quoi ça nous fait penser, rupture avec un S, à quoi ça nous fait penser. Et puis en fait on est déjà prêt pour rentrer maintenant on continue ce making on, la première partie. Donc c'est parti Odile, virgule s'il te plaît. Putain c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, François? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien du coup on va peut-être commencer et puis moi je vais te poser la question à toi Pascal. Ok. Est-ce que tu aurais... Quelles sont les 3 ruptures de ta vie les plus importantes? Les 3 ruptures les plus importantes de ma vie. Alors comme on a bien préparé l'émission, j'ai reçu le conducteur juste avant, donc j'ai préparé mes ruptures. Donc j'en ai 3, comme c'est demandé. Donc j'en ai une première. Ça n'a pas été simple de choisir déjà entre 3. Mais si j'essaie d'aller à l'essentiel, je vis une première rupture importante quand j'ai 25 ans et que je pars au Népal. Je pars au Népal, rupture culturelle impactante je suis jamais rentré pareil de ce voyage. Ça a modifié plein de choses chez moi sur notamment la consommation, le rapport à la richesse, à la pauvreté, au bonheur. Enfin, c'était tellement déphasant. Donc, ça a été une vraie rupture. Ça a modifié des choix de parcours professionnel, d'études. Donc, c'était une rupture extrêmement positive pour le coup. Donc, une vraie mutation. Voilà, ça c'est la première. J'en ai une deuxième qui est, on va dire quasiment 10 ans après. C'est rigolo en fait, je suis en train de me dire ça. Là, je rentre d'Amérique latine. J'y resté pendant 2 ans. Et la rupture, elle s'est pas faite en y allant, elle s'est faite en rentrant. Parce que je me suis jamais senti autant français que quand j'étais en Amérique latine. Alors je le dis à la radio parce que ça ne se voit pas, je suis noir. Voilà. Je ne sais pas si ça s'entend. Mais ouais. Et pourquoi je le dis? Parce que ça marque quand même des identités, et que en tant que noir français, on n'est pas souvent considéré comme un français tout court. On vient toujours me demander d'où je viens. Bon, moi je viens d'Aubervilliers, les amis. Ouais. Voilà. Et derrière, je sais très bien que la question c'est non, mais
d'où viens-tu, d'où vient ce petit os dans le nez, hein, de l'île Maurice, effectivement. Voilà, j'y réponds. Quand j'étais en Amérique latine, je me suis senti très français et c'était très particulier parce que je l'avais jamais ressenti comme ça et j'étais heureux d'être français. Donc et j'étais chauvin comme on aime l'être, comme jamais. Et quand je suis rentré en Amérique latine, je me sentais plus français. Je sais pas comment l'expliquer et ça a été très compliqué dans ma tête pour rentrer. Et c'est là que j'ai démarré une psychothérapie. Je l'ai faite. Ouais, parce que j'avais vraiment du mal. Bon, j'avais d'autres enjeux dans ma vie à ce moment-là, relationnels, dans mon couple et tout ça, qui rentraient aussi en compte. Mais voilà, je me sentais plus chez moi. Je me sentais, comment je disais souvent, je me suis déraciné et puis je me suis j'ai pas réussi à me enraciner directement et ça a pris bien un an et demi avant de retourner un peu à la normale. Donc ça c'était ma deuxième grosse rupture. Et puis ma troisième, 10 ans après. En fait, c'est rigolo, j'ai une pensée maintenant, tous les 10 ans. Bon bah, je me suis séparé là de ma relation amoureuse, d'une longue séparation après 21 ans de couple, et c'était une sacrée rupture, clairement. Et le recul d'aujourd'hui me permet de dire que ce sont des choses de la vie, que dans ces ruptures, il y en a une qui a été très positive, deux qui ont été un peu difficiles, en tout cas la deuxième et la troisième, elles ont apporté quand même beaucoup de tristesse, mais elles ont toutes été positives. Là, j'ai du recul de 10 ans sur la deuxième, là j'ai un recul de 1 an sur la troisième, mais je peux déjà dire que je pense que c'est quand même assez positif pour moi et que ça me permet des choses de voir des choses, de vivre des choses, de me découvrir. J'ai l'impression d'être devenu adulte cette année, en fait. J'ai 43 ans. Okay. Je suis devenu adulte grâce à ma troisième rupture, clairement. Je me connais mieux, je suis plus en phase avec moi-même, voilà. Donc c'est ça mes 3 ruptures. Ouais. C'est intéressant parce que ça vient me questionner quelque part, ou en tout cas, c'est peut-être le lien qu'on a entre ces 3 ruptures, c'est que systématiquement, ça vient re-questionner ton identité. C'est vrai, qui tu es. Ouais, non, mais c'est sûr. Ah, ça, effectivement, ça a été des marqueurs, ce sont des marqueurs assez forts, parce que ça m'a vraiment permis de passer à de nouvelles phases. Tu parlais de transformation tout à l'heure. Ouais. Ça m'a invité à avoir certaines transformations. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3, effectivement, si je fais le lien, je suis jamais revenu enfin, ça n'a pas été des cycliques. C'est comme si j'ai pris une mue, j'ai changé de peau. Et puis en fait, la peau d'avant, elle est quand même un peu partie. Donc il y a quelques stigmates de cette peau, mais il y a des nouvelles choses qui sont installées. Et à chaque fois, c'était des nouvelles muches, quoi. Et là, je suis sur une nouvelle peau. Il y a des choses que je récupérerai jamais de l'ancienne. Et je continue à découvrir un peu ce qu'il y a sur cette peau là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très intéressant le concept de la mue. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire. Super. Moi, ce que je vais te proposer, c'est que finalement, ces 3 ruptures, on vienne les explorer à travers un tirage de cartes. Donc moi, j'ai des petites cartes là avec des images et des mots. D'accord. Et on va venir voir en quoi ça vient questionner. On va se faire un petit tirage au sort, au hasard. Ok. Je me prête au jeu. Vas-y. Hop. Attention, François me tire la carte. Je te laisse la détailler, l'image. Vulnérabilité. Donc c'est une photo avec un petit nid avec des œufs. Une jolie photo avec le zoom est vraiment fait sur les œufs et il y a un petit peu de flou autour. On voit bien que c'est un nid. Et effectivement, vulnérabilité. Non mais les cartes, c'est incroyable quand même. C'est dingue. Donc voilà, sur cette carte, oui, effectivement, ces 3 ruptures, elles ont mis en avant énormément de vulnérabilité. Que en tant que mec, clairement, je cherchais à bien mettre sous le tapis et surtout pas faire voir par les autres. Mais très déstabilisant parce que je me souviens quand je suis rentré du Népal, donc j'habitais à Paris. Je suis parti me balader dans le 9e arrondissement, donc c'est des jolis quartiers, les grands boulevards, les grands boulevards haussmanniens, et je trouvais les trottoirs trop propres. Et je trouvais ça dingue qu'on vive dans des endroits si propres.
et que justement je me suis senti vulnérable de cette propreté. C'était très bizarre. Quand je suis rentré d'Amérique latine, j'étais absolument vulnérable. Je comprenais rien. J'étais encore une fois, moi je revenais à Paris, je reconnaissais plus personne, je comprenais rien. Je me sentais comme si je parlais plus la langue des fois. Et c'était très vulnérable. Et puis bon là, après ma séparation de couple et de famille, vulnérabilité absolue, impossible d'envisager de ce que ça voulait dire que d'être seul. Ça me terrifiait de manière absolue de me dire ok, maintenant tu es seul et puis tu vas vivre des moments où tu es tout seul. Il va falloir que tu fasses à manger tout seul et tu vas te coucher tout seul. Ah là, c'était terrible. Et alors moi, ce qui vient me questionner, puisqu'on est sur cette première partie, c'est le avant. Avant ces ruptures-là, en quoi tu étais vulnérable à ce moment-là? Est-ce que tu l'étais? Pas pour toutes. Ok. La première, non. C'était très positif. Je ressens pas de vulnérabilité. La deuxième et la troisième, avant de... C'est dur de marquer l'instant T, en fait. Il y a des périodes. Mais avant, il y avait de la fébrilité, dans le sens où je sentais qu'il y avait un truc important qui allait arriver. Une forme de trac. Je vais pas dire du stress. Une angoisse. Ouais, du trac. Il va se passer un truc. Vous voyez, là, encore un peu comme le cerveau reptilien, il t'envoie un peu d'hormones parce qu'il dit ouais, là, fais attention là, il va se passer un truc. Fais gaffe, fais gaffe. Tu sais qu'à tout moment on peut partir en courant, hein. Ok, cerveau. Mais il y avait un petit peu de ça, je pense, avant cette rupture. Ouais, carrément, c'est ça. Et est-ce que du coup tu avais pu repérer des signaux en amont de ces ruptures? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis là il va y avoir du changement? Quels éléments? C'est dur à répondre parce que en fait avec le recul, par exemple sur ma troisième rupture là, cette rupture amoureuse, bah ouais, on avait des signes quand même, hein. Enfin, voilà, des signaux faibles qui deviennent des signaux forts au fur et à mesure, de dissension, d'incompréhension de moi-même, hein, déjà de me regarder moi, de dire qu'il y a des endroits où tu te comprends pas, tu te reconnais pas. Pour le retour d'Amérique latine, les signaux faibles, c'était un peu beaucoup. Je me suis réellement posé la question de si je rentrais en France. Ok. Et quelque part, ça c'est un signe faible, je pense, voire enfin tiède, on va dire, peut-être voire fort même en fait. Une intuition. Grosse intuition, dire mais est-ce que je rentre? En fait, ouais, il faut rentrer quand même. Plein de questions de la famille, le couple, plein de choses qui t'invitent à rentrer. Ouais, c'était ça. Ok. Mais non, c'est intéressant, c'est rigolo, hein. Je pense qu'il y a un peu ce truc, des fois, rien que d'y repenser. Vous savez, des fois, on dit sur les émotions, quand on les a pas traversées, quand on y repense, elles reviennent exactement au même moment, quoi. Des fois, quand je pense à l'Amérique latine, là, ça fait un peu penser à ça, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où, de pas savoir, et puis, en fait, de pas gérer l'inconnu, ça m'a rendu très vulnérable. Je sais pas comment ça va se passer. Cette question, a été compliquée à gérer, quoi. Et du coup, là, comme tu nous dis que au moment de rentrer, tu t'es demandé si tu devais rentrer, puis tu t'es dit, ben, il faut que je rentre. Est-ce que là, avec le recul, tu te dis, en fait, j'ai forcé quelque chose? Je crois pas, parce que en fait, j'avais trop de bonnes raisons de rentrer. J'ai aucun regret aujourd'hui. Aussi. Non, je pense que c'était vraiment ça, de dire fais attention, en fait, je force rien, mais le corps qui te disait gars, on vient de se taper 2 ans d'un truc de dingue, tu vas rentrer à Paris, bon courage. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais sinon, non. Je pense que ça aurait été une erreur de pas être rentré. Et que ça m'a permis de revenir. Et voilà, enfin, par exemple, voilà, je sais que tu es français maintenant. Ouais. Oui. Avant, je n'étais pas sûr. Maintenant, je sais. Et est-ce que tu dirais, et là c'est vraiment la question, est-ce que pour toi une rupture est évitable? Ouf. Est-ce que c'est écrit? En gros, c'est ça? Ou non? Ou est-ce qu'on peut l'éviter tout simplement? Ou est-ce que tu ne fais que repousser l'échéance, quoi? Et que si une rupture doit avoir lieu, elle va avoir lieu, quoi. J'aurais envie de dire que
c'est pas vraiment évitable, en fait. Peut-être que les situations sont interchangeables, mais on va dire là, je vous parle d'un truc, ça fait 25 ans, 35 ans, 43 ans, donc quasiment tous les 10 ans. Il a fallu que je vive des trucs à ces moments-là. Ces situations, ces expériences de vie là, ces petites histoires, c'est des déclencheurs, mais il fallait que je passe à l'imitation. J'ai eu besoin de m'appuyer sur ma rupture amoureuse pour devenir adulte. Ouais. J'ai eu besoin de l'Amérique latine pour devenir français. Et puis j'ai eu besoin du Népal pour devenir gauchiste. Ouais. Et puis voilà. Finalement, on ne change que la goutte d'eau. C'est ça. Super. Bon, on est au bout de cette première partie déjà. On est au bout de cette première partie. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance, on va essayer de poser les choses, des 3 ruptures, tac, 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 on rentre un peu dans le détail et tout ça. On va passer à la deuxième partie. Virgule, s'il te plaît, Odile. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Alors, maintenant, voilà, on a parcouru ces 3 ruptures. Alors, rapidement, François, maintenant c'est moi qui vais te proposer la deuxième partie. On va parler des émotions, on va parler d'un outil qui s'appelle la roue des émotions. Je vous présente cet outil, il est très simple. Attention, hop, voilà, je le mets dans ma main. Vous l'entendez, il est là. Hop. Donc c'est quoi la roue des émotions? C'est une roue en 3 cercles. Au milieu, il y a des émotions principales de base. On a la joie, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur et la surprise. Dans un deuxième cercle, on va avoir des précisions de ces émotions avec des émotions plus affinées, voire des sentiments. Exemple, dans tristesse, on peut retrouver la culpabilité, l'abandon, le désespoir, la dépression, la solitude, l'ennui. Et après, on a un 3e cercle qui permet d'aller encore plus loin. Et donc, si je reprends encore la même chose, on reste sur le même croissant, là, la tristesse. Dans la culpabilité, on va avoir se sentir fautif, se sentir honteux. Dans l'abandon, on va avoir se sentir ignoré, se sentir replié. Et en fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur cet outil pour essayer de qualifier un peu les émotions qu'on vit pendant nos ruptures. Donc, on n'a pas pris le temps de parler des 3 ruptures pour soi, mais si là, t'en as une qui te vient en tête, à quoi tu penserais, toi, pour une des ruptures de ta vie? Alors, effectivement... moi sur mes ruptures, la rupture principale qui est la dernière, qui est une rupture amoureuse, et puis c'est ce à quoi on l'a bien vu dans le micro-trottoir, c'est ce qui ressort le plus souvent. Du coup, je vais me prêter au jeu de cette roue des émotions, et la langue française a cette chance d'être tellement variée et détaillée que de mettre le bon mot au bon endroit, ça change beaucoup les choses. Tout à fait. Donc toi, on est pendant ta rupture, voilà, t'es au cœur t'es dans le dur de ta rupture amoureuse. Je sais pas. Alors, si tu penses à un moment, t'étais plutôt dans quoi? Donc il y a toujours un peu un mélange. Au départ, dans cette situation, une rupture amoureuse, en tout cas pour ma part, il y avait de la peur, de la tristesse, de la colère. Ça fait partie des choses vraiment au tout démarrage, un peu de surprise aussi. Et finalement, le temps que ça décante, parce qu'il y a finalement l'émotion première qui arrive, c'est celle de la réaction, et puis ça décante quand on va creuser. Je pense que pour moi, l'émotion principale, c'était la peur. C'était la peur. D'accord. La peur. Et donc du coup, vraiment la peur. Alors la peur de plusieurs choses. Effectivement, la peur d'être seul, puisque là je rejoins un peu ce que tu disais toi. À ton niveau, mais cette peur de ne plus plaire, pardon, cette peur que tout s'arrête, cette peur de ne pas y arriver. Et du coup, si on vient détailler, je regarde un petit peu, on a sur peur, effectivement, sur ce que tu dis, on a le fait de se sentir humilié, rejeté, docile, en insécurité, anxieux, apeuré. Je sais pas si là-dedans il y a quelque chose qui te parle. Alors pour moi, en termes de blessure, finalement, ça va être vis-à-vis de cette peur, c'est la peur du rejet, la blessure du rejet, être rejeté. Je crois que c'est ce qui était primordial là-dedans, c'est ce sentiment-là
Moi, je sortais d'une relation très longue, donc il y a un moment, il y a un milieu d'imaginer que ça puisse s'arrêter. Et donc là, il y a un gros sentiment de rejet qui est là. Ça vient gratter profondément dans et notre relation à cette situation-là, et ça permet aussi, en tout cas, et pendant cette période-là, et toute l'analyse que j'ai pu faire de cette période et de ce sentiment de rejet, finalement, c'est me rendre compte que c'est quelque chose qui vient me chatouiller très souvent, même dans d'autres sphères de ma vie, dans d'autres situations. Tu veux dire que ce sentiment de rejet, il résonne dans d'autres espaces de ta vie? Oui. Ah, ok. Et je pense qu'en fait, la blessure vient résonner. Je pense que c'est une blessure, enfin en tout cas moi je le considère comme ça, c'est une blessure que j'ai. Et dès que je suis confronté à une situation de rejet, et là dans un cas d'une séparation amoureuse, pour moi en tout cas c'est l'apothéose, on va dire. Et ben ce truc-là vient peut-être toucher vraiment de manière très violente, quoi. Très bien. Et si on essaie de qualifier maintenant, on va passer dans le 3e cercle. Ouais. Ce rejet, c'est quoi? C'est te sentir exclu. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose ça, exclu ou inadéquat? Oui, inadéquat. Sachant que, on le dit maintenant, une fois que vous étudiez cette roue, l'idée c'est aussi de proposer, après tu as peut-être toi d'autres adjectifs oui, aussi, que tu souhaiterais ajouter dans son rejet. Effectivement, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, l'inadéquation, je l'avais jamais potentiellement évoqué, ou en tout cas, j'ai jamais vraiment pensé dans l'analyse de tout ça. Est-ce que ça a pu faire partie de ces peurs? Oui, très certainement. Il y a le sentiment d'avoir été exclu, oui, ça c'est une certitude. Mais dans dans ce fonctionnement-là, il y a aussi quand même cette partie de cette peur vient toucher un sentiment de rejet. Je sais pas trop comment l'exprimer. Effectivement de l'exclusion. Et puis ouais, de pas être à la hauteur, quoi. Il y a quelque chose qui est venu là, quoi. Mais vis-à-vis dans ton ex-couple? Vis-à-vis de moi, en fait, de pas avoir été suffisamment bon. Si je suis rejeté, en tout cas, il y a une grosse remise en question qui se fait à ce moment-là, et en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je commence toujours par la remise en question de ma part. J'ai plutôt tendance d'ailleurs à endosser les responsabilités facilement. Et donc, du coup, à me dire, ouais, en fait, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, ça entraîne une baisse de l'estime de soi, et à venir chercher finalement tout ce qui fonctionne pas, quoi. Très bien. Chez moi. Très bien. Donc voilà, vous avez compris le principe de cette roue. On va avoir des personnes, justement, on disait au début de l'émission, on va chercher à aller parler des émotions à des hommes dans des cadres de société où on est, en tant qu'homme, très peu invité à le faire, et on ne sait pas souvent comment faire. Je ne sais pas combien de fois on a entendu des femmes dire « Oh là là, j'en peux plus de mon mec qui part jamais ». Effectivement, c'est vrai. Donc l'idée c'est d'essayer d'aider un peu par des outils. Des fois la roue des émotions peut permettre ça. C'est un outil pédagogique utilisé par des psys, notamment pour les enfants, pour essayer de qualifier un peu leurs émotions. Donc on essaiera à chaque fois de s'appuyer sur cette roue pour essayer de qualifier un peu, voilà, comme François nous l'a décrit là, un peu ouais, c'est ça l'émotion principale qu'il a retenue de ces ruptures, quoi. Donc voilà. Et ce qui est intéressant du coup avec les émotions, c'est que l'émotion c'est le voyant du tableau de bord qui s'allume. Donc c'est d'abord commencer par l'identifier. La roue des émotions, c'est un super outil pour ça. Et derrière, en fait, quand il y a une émotion, on vient signaler un problème et ça génère forcément un besoin. Et comment on vient y répondre à ce besoin? Et là, sur cette période du pendant, on va dire, il y a la mise en place souvent, enfin en tout cas pour ma part, de routines, de changements dans le quotidien. Ça amène du changement. De toute façon, une rupture, c'est une phase de changement. Et du coup, moi, sur ces choses-là, ça a attaqué tout de suite par l'arrêt de l'alcool, parce que voilà, plus de bringue, il fallait devenir neuf, sobre. Voilà. Oui, quand même. Ouais.
s'entraîner ça, puis se remettre au sport, prendre soin de soi, perdre de poids, alors lié aussi souvent à la tristesse, le perte d'appétit, mais en tout cas ça faisait partie des choses qui étaient importantes et je crois que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans. Tout à fait, meilleur régime ever. C'est clair. Les 10 kilos en général, on les perd. C'est ça. Et et ce qui est intéressant, c'est de voir comment instinctivement on s'adapte et on trouve des parades finalement pour venir répondre à nos besoins. Et donc en gros dans ces changements là que t'as pensé, voilà, enfin tous ces mécanismes, voilà, l'arrêt de l'alcool, la reprise du sport et tout ça, t'as eu des c'est pas des moments clés, genre qu'est-ce qui t'a fait reprendre le sport? Est-ce que ça a été ça un moment clé? Justement, tu parles de ça. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, peut-être? Ouais, c'est... en fait, il y avait une reprise en main de soi. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, d'abord, quand on est perdu, on vient se rattacher à ce qui nous fait du bien. Je crois. Même dans des phases un peu down, quoi. En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Plutôt que de me laisser aller, c'était... Bon, il faut reprendre tout ça en main. Tu peux pas te laisser aller comme ça. Après, en termes des moments clés, j'ai du mal à identifier un moment plus clé qu'un autre. Tu n'as pas eu des marqueurs d'étape en disant, ah voilà, je sais pas moi, c'était la Saint-Patrick, on est le 17 mars et je vais pas boire de bière. Ouais. Et depuis, je bois pas d'alcool. La clé, alors, c'est pas aussi identifié que ça, mais c'est vrai que sur le démarrage et juste après la rupture, il y avait envie d'oublier. Donc, la bringue, y aller un peu plus fort, justement. Et là, le moment clé pour moi, ça a été, waouh, c'est quoi cette relation que tu es en train d'avoir avec la bringue et avec tout ça? Et là, il y a quelque chose qui était pas juste dans mon fonctionnement, parce que ça a été de dire non, en fait, stop, et la prise de conscience de me dire en fait quand la gueule de bois me faisait beaucoup de mal au moral. Donc c'était arrête tout ça parce qu'en fait le lendemain c'est encore pire que la veille. Le pansement que tu viens mettre pour la soirée pour oublier ton malheur, finalement c'est décuplé le lendemain. La douleur est 2 fois plus forte. Donc c'était vraiment se dire allez, faut arrêter ça parce que là finalement tu sombres sinon. Ok. Et après donc ça, t'as eu ça, c'est une première prise de conscience. Ouais. Il y en a eu d'autres. Mais après ça a été beaucoup d'analyse de tout ça. Alors, c'est des choses qui arrivent aussi avec le temps. Mais on est toujours dans le pendant pour moi, parce que tant que le deuil de la relation n'est pas fait, on est dans le pendant. Et ça a été aussi la compréhension qu'il y a un fonctionnement et qu'il y a des schémas de pensée qui sont là et qui viennent driver complètement mon état émotionnel. Si je me dis, et je prends cet exemple-là, mais si je me dis c'est dimanche, putain il pleut, on va passer une après-midi de merde, et ben ça... forcément on se met dans un état émotionnel. Si je dis c'est dimanche, chouette, je me regarde la série, je me mets sous un plaid, on change complètement d'état d'esprit. Et en fait, il y a eu ce déclic là aussi de me dire, vois les choses différemment. Alors, il y a un truc qui me vient en tête, c'est de ce que j'entends, ça donne la sensation que tu as fait tout ça tout seul comme un grand. Est-ce qu'il y avait des gens pour t'accompagner, pour t'aider à ça? Parce que justement, en fait, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vivent aussi des ruptures en ce moment. Et moi, si je vais parler de mon cas, il y a un moment, j'étais incapable de me driver seul. Comment ça s'est passé pour toi, toutes ces prises de conscience? Est-ce que ça vient du fait que, je sais pas moi, t'arrivais à un moment de ta maturité émotionnelle où tu étais capable de voir certaines choses? Est-ce que tu t'es occupé de ta santé mentale, genre type psy, tout ça? Est-ce que c'est des conversations avec d'autres? Comment t'as réussi à animer tout ça en fait? Mais, effectivement, ouais, je me suis fait aider. J'allais voir ma psy et ça, effectivement, ça m'a accompagné dans tout ça. Et puis j'étais aussi effectivement sur un chemin de maturité là-dessus, dans cette recherche d'introspection. C'était le démarrage pour moi de ce chemin-là, passer la quarantaine, on peut appeler ça la crise de la quarantaine peut-être. Okay. Mais de se dire, bon, là, il va falloir que je comprenne comment je fonctionne, que je me déshabille un peu, que je fasse tomber toutes mes croyances et du coup, c'est arrivé à ce moment-là. Tout s'est imbriqué finalement, l'opportunité était là de pouvoir plonger là-dedans parce que quand on vit des épreuves puissantes, finalement ça viendrait toujours réveiller quelque chose. Donc c'est un mélange des deux. Et alors c'est peut-être difficile comme
avoir une réponse je veux dire, simple, mais tu arriveras à nous dire ce qui t'a le plus aidé ou pas? Ce qui m'a le plus aidé. T'as le droit à faire un petit forfait si tu veux. Mais... Non, non, parce que moi j'ai un événement clé dans tout ça. Ah. Ma plus grande peur était d'être seul, dans la mesure où en plus je n'avais jamais vécu seul. On s'est rencontrés très jeunes avec mon ex-compagne et en fait, et puis il y a tout de suite eu, rapidement aussi des enfants et la solitude était quelque chose qui m'effrayait énormément et en fait la bascule se fait sur les conseils de ma psy. De partir 24 heures, sans téléphone. Tu prends la voiture, tu montes à midi dans ta voiture. Quand tu es assis au volant, tu dis j'ai envie d'aller où? Tu as juste ta carte bleue. Et tu pars. Là où l'envie, montagne, mer, peu importe. Et tu vas passer 24 heures seul. Et dans ces cas-là, c'est bien d'habiter dans 04. Et j'avoue que les lieux sont plutôt d'abord chouettes. Il y a de l'émerveillement, il y a des choses qui apportent beaucoup. Et du coup, ça a été une vraie... j'ai 24 heures à pleurer, clairement. Mais ça a été un truc, me dire, en fait, c'est possible. Et puis, ça me fait du bien, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'énergie de mettre le contact? Parce que ça fait flipper quand même ton histoire. Ouais, complètement. C'est très marrant parce que j'en avais... Quand ma psy me propose ça, je me dis non, c'est impossible. Je me souviens, je m'effondre dans son cabinet, je dis non, je peux pas y aller. C'est trop au-dessus de mes forces. Et au fond de moi, il y a une envie terrible d'essayer ça. Un truc interne, je sais pas si on m'a guidé, après on peut y voir plein de choses. Mais c'était ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Il n'y avait plus moyen de reculer et petit à petit, je me suis fait à l'idée, je me suis dit non mais ça peut être génial effectivement. Et ça a été un moment qui a été salvateur et incroyable. Donc difficile, mais difficile à appréhender. Puis finalement, une fois et après cette étape-là, c'était différent. C'était différent. J'étais capable. Moi, à la sortie de ça, jusqu'à là où j'étais allé m'installer chez mes parents pour qu'il y ait toujours du monde autour de moi, j'y allais trouver. On avait une maison de famille qui était vide. Je suis allé m'installer là-bas pour pouvoir être seul. Et pour moi, c'était possible à partir de là. Et c'est là où j'ai pu commencer à me reconstruire. Ok, oui, donc. Merci la psy. Ouais, carrément. Voilà, elle a fait son boulot. C'est super. Ça permet de dire aussi qu'on a besoin aussi de traverser des épreuves. La santé mentale, c'est important. Je me trompe peut-être sur ce chiffre, faut que je le vérifie, mais il a bien 2-3 ans. 90% des thérapeutes sont des femmes. 90% de la clientèle sont des femmes. Donc, chers amis masculins, on se réveille, on va voir des psys. Et si quand ça va pas bien, on n'est pas Superman, on est obligé de se faire aider. Quand on a mal au dos, on va chez ostéo a priori. C'est la même chose. Voilà, quand ça va pas, on va chez le psy. Quand on n'arrive pas à se lever le matin, qu'on n'a plus envie de manger, qu'on a envie de rien, il y a un truc qui va pas, on essaie de trouver un psy. Remboursez 10 séances par la sécurité sociale si vous trouvez des thérapeutes agréés par la Sécu, donc on peut se faire 10 séances gratos. Merci Covid. C'est clair. Ça permet quand même des choses, tout ça. Ok, et d'accord, je me dis en fait si je reviens, à la question du making on, on va vraiment prendre le temps et consacrer du temps. Voilà, c'est Blanaman, je pense qu'on veut que ce soit une émission où on ait le temps de parler. Donc on prendra le temps de parler de ce qui se passe pendant, auprès des invités, de leur demander vraiment d'aller chercher, c'est ça, comme l'a dit François, des moments clés, des étapes, des choses qui ont changé, des prises de conscience, des routines qui se sont peut-être installées. Donc on essaiera d'aller un peu sur ça avant de passer à la troisième et dernière partie. Après, on a fait avant, on a fait pendant, et maintenant on va faire après, virgule. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Alors François, dernière étape, qu'est-ce qui se passe maintenant? La dernière étape et la partie après, on s'est dit, en construisant cette émission avec Pascal, que ça serait bien qu'on remette ça un petit peu dans les mains du destin. Allez. Et du coup, on a dit on va se faire un tirage de cartes divinatoires. Ah, mais on aime ça. On aime ça, on va se laisser absorber, puis on va poser un petit peu notre cerveau cartésien, et on va se dire que tout est écrit, et qu'il n'y a pas de hasard.
Alors, comment ça marche un tirage divinatoire? Et alors, sur ce tirage divinatoire, on va faire un tirage assez simple on va tirer 3 cartes. Et sur ces 3 cartes, on va sortir une première carte qui va être la partie le positif. Donc, le positif de cette rupture, finalement. Ok. L'obstacle. Ça, c'est la deuxième carte? La deuxième carte. Ok. Et la troisième, ça serait la réponse, la clé. D'accord. Pour permettre d'avancer. Ok. Parce que comme toutes les ruptures font grandir, maintenant, finalement, qu'est-ce qui nous attend? Ok. Tu te prêtes au jeu, du coup, Pascal? Allez, je me prête au jeu. Donc, on a un joli tarot qui s'appelle Poésie. Des cartes intuitives. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous prête ce tarot. Elle se reconnaîtra. Un grand merci. Qu'est-ce que je fais? Alors, faut que je tire 3 cartes? Tu tires 3 cartes. Main gauche côté cœur, ça c'est pour les puristes. D'accord. Et puis, si tu veux en tirer 3, les retourner, une après l'autre, les retourner. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle dans tout ça. Alors, chers amis, je pose ma main de gauche devant le tas de cartes qui est allongé de manière droite. Voilà. Ouais. On tire toutes ces cartes. Donc, j'en ai pris une, je prends la deuxième. Tel un croupier. Tel un croupier, c'est ça. Et je prends la troisième. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes devant moi. Et je les retourne maintenant, c'est ça? Et tu les retournes, celle de gauche. Une à une ou les 3 en même temps? C'est toi qui décides. Je Pour moi, il n'y a pas de règle. Je vais faire les 3 en même temps. Allez. Alors, la première, c'est le souhait. Donc ça, c'est ce qui est positif, c'est ça? C'est ça. L'obstacle, c'est le chaos. Et la réponse, la clé, comme tu l'as dit, c'est nourrir. Sachant que voilà, je vais vous décrire un peu ces cartes. Et donc, une fois que j'ai tiré les 3 cartes, qu'est-ce que je fais? Et bien finalement, on va remettre ça dans le contexte. Donc on est dans l'après. La rupture a eu lieu. On est dans la phase de reconstruction. En tout cas, la rupture est digérée. Et finalement, en quoi, toi, le souhait, pour la partie positive, finalement, ça vient résonner? Est-ce que cette carte résonne déjà? Oui, en tout cas si je reste sur la rupture la plus fraîche, qui va être ma rupture amoureuse, le gros souhait que j'avais, et qui était relativement important, qui est venu quasiment immédiatement après la rupture, c'était d'être indépendant d'un point de vue émotionnel, que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout, et que j'avais vraiment besoin d'être appuyé, accompagné, alors là, beaucoup pour mon ex-compagne, mais quelque part aussi par sûrement d'autres personnes qui devaient me rassurer au niveau professionnel, peut-être au niveau amical, cette espèce de besoin moi je suis un mec, j'en fais des caisses, certains amis m'appellent le blond, ouais. Parce que je fais beaucoup trop de trucs, on va dire, pour, je sais pas moi, peut-être me sentir aimé, tout ça. Donc, il y avait un vrai souhait il faut absolument que j'arrive à retrouver de l'estime de moi-même grâce à moi et de pas compter sur les autres pour me sentir bien et de me rendre compte que, en fait, je souhaitais vraiment ça. Et donc, une des actions que j'ai dû mettre en place pour réaliser ce souhait, c'était de démarrer une nouvelle thérapie. Ce que j'ai fait avec donc une nouvelle thérapeute, sachant que je suis passé sur une autre méthodologie. Avant, je faisais une thérapie classique, on va dire, on discutait. Là, j'avais besoin de passer par le corps, donc j'ai fait ce qu'on appelle de l'EMDR. C'est une thérapie qui passe aussi par le mouvement des yeux et qui permet en gros de faire appel au corps pour vivre, pour dépasser certaines choses. En tout cas, voilà, ça m'a fait du bien et ce souhait, je le dis maintenant, a été exaucé. Yes. Il est sûrement encore mais voilà, je pense que, de ce que j'ai retenu, pour qu'il continue à être exaucé, il faut que je continue à travailler. C'est sûr que maintenant que j'ai engagé cette démarche, il faut que ça dure, c'est l'hygiène de vie en fait, je pense. Voilà, de continuer à me challenger, on va dire, pour rester indépendant d'un point de vue émotionnel. En tout cas, ce cas me parle énormément pour ça. Voilà. Super. Ok, donc je vous dis, la solitude, elles sont très jolies ces cartes, en noir et blanc. Là on voit donc une femme nue
qui est à genoux, voilà, à genoux, devant une flaque d'eau, et on voit son reflet dans la flaque d'eau. Elle regarde ce reflet, voilà ça. Donc, et 3 petites étoiles noires au-dessus d'elle. Ouais. L'obstacle, c'est ça Et maintenant. on part sur l'obstacle. Alors le chaos. Alors le chaos, là on voit plusieurs corps, donc il y a 3 têtes, des pieds, des mains qui sont entremêlés, avec des grosses étoiles, des éclairs, un nuage noir, voilà, c'est le chaos. Est-ce que ça te parle? Ça me parle dans le sens où moi j'avais peur de ce chaos. Ouais. Tu parlais, je vais rester encore sur cette même rupture là. Tu parlais de solitude. Moi, c'est pareil, ça me terrorisait. Et je me souviens au début, j'ai l'impression que j'allais mourir. Ouais. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est bon, tu vas mourir en fait. Voilà, tu vas mourir. Et évidemment, je vais pas mourir, mais il y avait quelque chose de très irrationnel là-dedans. Et je pense que le chaos, il était là de dire, en fait, tu vas traverser un truc, ça va être chaotique. Mais alors, c'est très particulier. Je n'arrive pas à le voir comme un obstacle. Ouais. Alors peut-être parce que, en fait, je reprends en arrière. À l'instant T pendant la rupture, ouais. C'était un énorme obstacle. Ouais. Je me sentais incapable de vivre ce chaos. Voilà, comme tu l'as décrit toi, je te dis voilà, se retrouver seul. Face à moi-même. Je sais que les premières soirées où j'étais vraiment seul, je passais ma vie au téléphone. J'appelais des gens, quoi. Je pouvais pas rester seul. C'est pas possible. J'appelais mon frère, mes frères, des copains. Voilà, et puis, je leur bouffais l'oreille, je pense. Mais voilà, j'avais besoin de parler et de pas rester seul. Maintenant, aujourd'hui, je le vois comme je trouve que ça a été une étape tellement nécessaire que j'ai du mal à le considérer comme un obstacle. Mais attends, si je me souviens bien, je peux me référer. Il y a un petit bouquin, c'est ça ? Il y a un petit bouquin. Ouais, tu peux regarder aussi, cool. pour regarder un peu qu'est-ce que ça te dit. Donc voilà, là-dedans. Il y a un petit bouquin qui va avec les cartes, et donc je peux aller voir ce que dit chaos. Comme ça va m'aider peut-être à peut-être un peu préciser. Donc dans chaos, on dit ça. Quand la vie prend feu, quand une situation part en spirale, échappe à tout contrôle, nous avons le choix. Soit jeter de l'huile sur le feu, soit faire l'offrande d'un seau d'eau. Parfois, il suffit de laisser le feu s'éteindre de lui-même sans interférer. Nous sommes à l'intérieur du feu transformationnel. Nous le laissons consumer ce qui est devenu inutile, résister à l'inconfort de la chaleur sans régresser. Ce gain ne sera qu'éphémère, le chaos ne persiste que si nous refusons de renoncer. Alors, pour le coup, cette dernière phrase, elle me parle beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que je pense que si j'avais renoncé à ce chaos, j'aurais jamais pu avoir du positif. Donc oui, ça me parle. Ouais. Carrément. Et après, si l'obstacle, on peut appeler ça aussi un blocage, finalement, c'est peut-être aussi une partie qui peut être bloquante. Et tu as parlé tout à l'heure de peur. Et finalement, dans cet après, est-ce que voilà, le chaos et cet état-là est peut-être une peur résiduelle et un point de vigilance pour la suite? Ouais, non, mais en tout cas, ça a été un énorme obstacle pendant longtemps. Et puis c'est pareil, il y a eu un petit marqueur qui m'a permis de passer à une nouvelle phase de la solitude. Où en gros, moi voilà. Ce qui a été marquant pour moi, c'est un moment de me dire, en fait, tu vis des émotions, lâche-la faire, laisse venir. De toute façon, tu peux rien faire, elles sont là. Et donc j'ai passé des soirées horribles, vraiment tout seul, à me retrouver tout seul devant moi-même. Et c'était dur, et j'étais pas bien. Et alors, je sais pas, moi je suis comme ça. J'en parle avec d'autres hommes. Moi j'ai du mal à pleurer, je sais pas faire. C'est compliqué. J'avais envie, hein, j'arrive pas. Donc c'est là, ça reste, c'est douloureux d'un point de vue physique. Et j'ai passé des soirées de merde, mais une fois que j'ai réussi à les passer, après au fur et à mesure ça allait mieux. Et donc ça a été peut-être cette phase d'acceptation du chaos. Ouais. En tout cas, effectivement, vigilance aujourd'hui, c'est pour ce chaos, c'est-à-dire voilà, quand t'as un chaos qui arrive,
laisse-le venir, ne renonce pas, parce que sinon en fait il partira pas. Donc voilà, et que en gros ça te permet d'avancer quand même. Super. Ouais. On passe à la dernière page, à la dernière carte, la réponse, la clé. Alors la réponse c'est nourrir. Alors là on voit une plante, où on voit les racines de la plante et des feuilles, un arrosoir au-dessus qui arrose ces plantes avec un joli soleil. On aurait presque l'impression de voir ces plantes grandir. Oui, là, oui, ça me parle à fond. Hein. Nourrir, continuer à se nourrir, continuer à faire des choses pour moi, continuer à souhaiter d'être indépendant émotionnellement. J'allais dire me mettre à l'épreuve, je sais pas si je me mets à l'épreuve, mais en tout cas l'avoir en tête, me dire que voilà, je suis surtout là pour moi-même, que si je veux être bien avec les autres, il faut que je sois bien avec moi-même, donc il faut que je continue à me nourrir. Qu'est-ce que je fais maintenant pour ça? Pour nourrir, je me pose la question en même temps. J'ai repris la main un peu sur des phases de méditation, donc je refais un peu de médite, accompagné en faisant des stages aussi. Je me rendais compte que j'avais du mal à le faire seul, donc je fais des stages de méditation. Je fais du sport. Voilà, j'en ai toujours fait, mais là je continue à en faire. Alors c'est rigolo, je refais plus de sport collectif. Avant je faisais beaucoup plus de footing. Je procrastinais un peu pour aller dans l'entraînement collectif. Là j'ai envie d'être avec des gens et de partager des choses. Donc voilà, je fais du. Quand tu dis avant, c'était dans le pendant de la rupture? Non, mais même encore avant la rupture. Avant. Ok. Et en fait, je pense que si tu disais tout à l'heure au tout début, je reviens, est-ce qu'on peut éviter, je sais pas, je pense que si j'avais peut-être mis plus de force sur moi-même en disant mais va à l'entraînement, voilà, rencontre des gens, fais le plus, ça se trouve ça m'aurait encore plus aidé. Donc ça c'est des choses, en tout cas je sais que ça me nourrit beaucoup en ce moment. C'est peut-être un signe. Peut-être. On parlait des signes annonciateurs. Ouais, voilà, effectivement. De s'isoler finalement. Et puis de me nourrir en continuant de verbaliser. Cette émission en fait partie, je pense. Voilà, de réussir à avoir ces temps-là de verbalisation de ce qui se passe, de parler des mécanismes qui sont en train de... Voilà, tout ça, ça me nourrit et je suis en appétit et je pense que je serai en appétit pour un bon moment pour continuer de me nourrir. Il y a des plats que je ne connais pas encore, je pense. Des saveurs que j'ai envie de découvrir encore. En tout cas, je me sens... j'allais dire rassasié d'une certaine manière, mais le sentiment de satiété n'est toujours pas là, donc quelque part je me dis c'est bien, ça s'auto-alimente, donc voilà, j'essaie de nourrir de plein de trucs, de faire des choses de mes mains aussi, pas mal des petits bricolages, mais voilà, je fais en ce moment mon truc là, je fais des lampes en ciment et bois flotté, voilà, je m'éclate avec ça, c'est trop cool. Donc voilà, je continue à faire ça. Et la sociabilité, passer des temps de qualité avec mes enfants, très important. Ça a souvent été le cas, mais je pense que je les conscientise un peu plus et c'est vraiment des grands moments de plaisir. Et puis voilà, continuer un peu à me sociabiliser, la musique, très important pour moi d'aller participer, enfin écouter de la musique, voilà, acheter des vinyles, voilà, tout ça me nourrit. Super. Tu parlais de sentiment de satiété. C'est vrai que sur la carte, se nourrir, on voit des plantes qu'on arrose. Une plante n'est jamais, on a besoin de la nourrir toute sa vie. Une plante, si elle ne s'arrête pas de grandir, elle ne fait que grandir, et je crois que là il y a quelque chose qui est intéressant dans le fait de se nourrir et dans cette clé après une rupture, et je pense que c'est vraiment applicable dans tous les cas. C'est les choses qu'il faut continuer, qu'il faut faire, c'est des routines sans forcer, et pour continuer de grandir constamment. Ouais, important en tout cas de le voir vraiment comme une réponse, une clé. Sur le fait de savoir vivre positivement, en tout cas ces ruptures. C'est vrai que se nourrir, c'est effectivement, ça semble, j'ai envie de dire bêtement, si nous ne mangeons pas, nous mourrons, a priori. A priori, c'est ça. A priori, c'est ça. Et c'est bien de savoir manger sainement et équilibré. C'est clair. Aussi, 5 fruits et légumes par jour, c'est ça, et l'apéro de manière modérée, on va dire, c'est encore mieux.
Super, génial. Super Eh bien, tirage. Je crois que je vais le prendre en photo. Merci parce que pour... c'est sympa. Et merci pour t'être livré sur ce tirage-là. Super. Ah bah non, mais j'adore. On va vous mettre les photos d'ailleurs sur le compte Insta de l'émission, sur Instagram, qui est Blablaman le Talk. Vous pouvez nous retrouver là-dessus et on vous mettra après chaque émission le petit tirage, comme ça vous avez un aspect visuel de tout ça. Tout à fait. Et donc voilà, bah, le Making On touche presque à sa fin, parce que l'émission touche presque à sa fin, on y est, on aura bon timing, il nous reste juste 3 minutes, on est très bien, on a réussi à prendre notre temps, voilà, donc vous avez bien compris, hein, cette émission elle est particulière parce qu'on a décortiqué, on s'est prêté au jeu avec François de vivre les parties, les 3 parties, en présentant un peu vous avez bien capté, voilà, un micro-trottoir, et puis ensuite on ira sur le avant avec la carte pour essayer de nommer un petit peu plus ce qui s'est passé avant la rupture, la roue des émotions pour commencer l'introduction de ce qui se passe pendant la rupture, et puis ce tirage divinatoire pour aller sur le après, qu'est-ce qui se passe après, trouver des solutions, voilà. Donc là pour le coup, moi ça a été vraiment, si je reste sur la réponse, le fait de se nourrir, voilà. Donc on invitera chaque invité à jouer le jeu de ça, à repartir dans le cœur et dans le corps, dans la tête avec ce tirage pour aller sur la suite. Précision. On invitera des gens. Et c'est pas encore totalement statué. Ouais. Il est fort possible que les personnes qui puissent venir prendre la parole à cette émission ne donnent pas leur identité et se présentent sous un pseudonyme pour garder une forme aussi de confidentialité. Il y a peut-être des gens qui ont envie de pouvoir s'exprimer sans avoir l'impression d'être entendus par certains ou certaines. Et puis il y a peut-être un côté un petit peu décalé d'avoir des Pablo, des noms qui vont être donnés comme ça pour des nouvelles identités. En tout cas, voilà, avec François, on va y réfléchir, mais c'est une possibilité. Donc, on est là pour libérer la parole. On va mettre tout en œuvre pour que ce soit le plus libre possible. C'est ça, et on se retrouvera donc tous les mois. Ouais. Ce sera tout le temps le mardi. Ce sera tout le temps à 18h10. Ça finira tout le temps à... On est bien mardi? Ah non, on est mercredi. Oui, mais ça sera le mardi. Mais ça sera le mardi. C'est la première qui est décalée. Voilà, parce que c'est les vacances scolaires aussi. Voilà. Et que étant tous les deux parents, papa, ce sera plus simple pour nous le mardi. C'est ça. Donc voilà, ce sera 1 heure, et puis j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça vous fera débattre entre vous, que ça peut-être ça vous mettra en colère, que vous pourrez en parler avec d'autres, voilà. Mais on espère surtout que on apportera modestement notre petite contribution pour voilà, ouvrir le cœur des hommes qui seront là pour parler de leur rupture avec un S. Voilà, je sais pas François. En tout cas, ajoutez parfaitement. C'était un plaisir en tout cas d'être avec vous. Et j'ai hâte d'être à la prochaine émission et totalement débattre avec vous et nos invités et continuer à éclairer finalement ce thème inépuisable des ruptures. C'est ça. Donc vous êtes avec nous sur Fréquence Mistral 99.3. Vous pourrez nous suivre sur cette antenne en direct. Nous suivre aussi sur ne pas hésiter à aller sur le site www.fréquencemistral.com. C'est ça, et puis comme a dit François, à côté on a une petite identité Instagram blablanan underscore le talk, où vous pourrez voir un peu des images, voilà. On vous laisse, merci beaucoup, à très très vite, et on part sur ce petit jingle. Yes, merci. Merci à vous. What you hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt, making up one's mind.
hear is the sound of the word decision, a cutting away of doubt. Making up one's mind.